La Saintonge fut jadis une province romaine faste. Plusieurs ronds-points témoignent de ce riche passé autour de la capitale historique, Saintes. Ces fragments de colonnes, dont on ne sait plus que faire, on les a mis là plutôt que d'encombrer les salles de musées municipaux. Admirez ce bel exemple du genre antique, combinant à la fois un modeste amphithéâtre et des cyprès aux couleurs d'Italie. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast dédié aux réalisatrices et réalisateurs de courts-métrages. Mon invité aujourd'hui s'appelle Quentin Papapietro. Il a 38 ans et un grand nombre de courts-métrages derrière lui. Mais celui qui nous intéresse ici s'appelle Saintonge Giratoire. Un film documentaire, court évidemment, sur les ronds-points. Nous allons essayer de répondre à cette question, comment faire des films documentaires courts aujourd'hui ? Je lui ai donné rendez-vous dans un lieu un peu atypique entre bowling et karaoké. Et c'est dans une cabine à l'effigie des années 60 que la rencontre commence. Quentin, je vais donc te laisser te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours. Alors je m'appelle, merci de me recevoir Marcel déjà. Avec plaisir. Je m'appelle Quentin Papapietro, j'ai 38 ans et en fait j'ai commencé à faire des films assez jeune au lycée parce que j'étais à l'option cinéma du lycée à Rochefort où j'ai fait mon lycée. Moi je viens de Charente-Maritime, de Royan, mais j'ai été faire le lycée à Rochefort parce que justement il y avait l'option cinéma, donc j'avais envie de me diriger un peu dans cette voie déjà. Et donc on a fait des films comme ça en empruntant le matos, on avait aussi des ordis pour monter. Ensuite j'ai fait un peu la fac et puis ensuite j'ai fait l'école à Toulouse, l'ENSAV. C'est une école de cinéma, donc j'ai fait l'option réalisation. Donc là j'ai fait aussi quelques films, il y avait pas mal d'exercices. Des choses assez bien, assez contraignantes. Par exemple, le premier exercice qu'on devait faire, c'était un truc qui s'appelait 16 gâchettes. Il nous filait une bobine de 3 minutes de 16 mm. Okay. Et on devait faire un film en tournée-montée. Un plan, une prise, et on passe au suivant. Raconter une petite histoire en 3 minutes comme ça, sans montage. Enfin, le montage, on le fait à la prise de vue. Ensuite, oui, du coup, ça m'a permis de m'essayer à la pellicule. On avait quelques exercices en pellicule. Et puis aussi en DV, et puis après il y a les caméras les appareils photo qui sont arrivés un peu de temps après. Mais ça c'était vraiment, oui, au moment où je sortais un peu des études. D'accord. Donc j'ai fait, j'avais pas un 5D, mais j'avais un appareil photo Canon aussi qui filmait un peu bien, donc j'ai fait des films comme ça. En fait j'ai continué tout le temps de faire des films, même quand j'étais à la fac après mon lycée, je faisais des films avec des petites caméras mini DV. Et c'est pas des films que j'ai beaucoup diffusés, voire pas. En fait, c'est des films que j'ai terminés, qu'ensuite on a montré aux amis, à la famille, tout ça, mais il n'y a pas eu de diffusion en festival. Ensuite, je suis sorti, je sais plus en quelle année, 2011 peut-être, et on a tourné un long métrage. En fait, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait un long métrage, mais j'en ai fait 2 autoproduits. Mais le premier, c'était un film collectif avec des amis. On était 5 en tout. Ça, c'est un road movie musical entre la Charente-Maritime et la Roumanie. Donc on est parti 1 mois en voiture et là sur le chemin on a rencontré des gens qui jouent dans le film. Parfois c'était des rencontres qui étaient prévues parce que c'était des étapes qu'on devait faire, des gens qui devaient nous héberger. D'autres fois c'est complètement fortuit, c'est des gens qu'on a rencontrés le long de la route. Et souvent c'est des musiciens qui nous jouent de la musique et dans le film il y a comme ça un échange parce que nous on joue un groupe de musique qui traverse l'Europe. C'est un mélange de documentaire et de fiction. Donc on a fait ce film qui est sorti en 2014, je crois qu'on l'a montré quand même une 30aine de fois. Et après ça j'ai continué de faire des cours. Parallèlement je me suis mis à écrire un peu au cahier du cinéma. Donc j'ai fait pigiste, j'ai écrit des critiques de films, des reportages pas mal, j'ai couvert aussi pas mal de festivals de cinéma. Ça m'a permis de voyager un peu à droite à gauche. Et parallèlement je bossais aussi, donc je travaillais à mi-temps, pas du tout dans le cinéma, emploi alimentaire. Je travaillais à l'Opéra de Paris et je vendais les tickets. Et j'ai eu, je crois en 2019, une petite invitation à la Cinémathèque et il y avait 2 séances, donc il y avait une séance avec mon long métrage Enfumé et une autre séance avec des cours.
Et je me demande si c'est pas à l'issue de cette séance que Jordan Houdin de Hippocampe Productions est venu me parler. On s'était déjà rencontrés avant et puis on avait peut-être évoqué l'idée de faire un film ensemble, mais moi j'avais jamais travaillé avec des producteurs jusqu'à présent. Et 6 mois plus tard, non, 1 an plus tard, on tournait Caranta, Service Pierrick. Ce qui est assez fascinant dans ce que tu racontes, en fait, c'est que concrètement, t'as pas fait appel tout de suite, contrairement à plein de jeunes scénaristes ou cinéastes-auteurs, directement à une production. T'as préféré attendre. C'est vrai que j'ai été très lent. Mais alors c'est aussi un défaut peut-être que j'ai, c'est que je pense que j'avais peur au fond d'aller démarcher des producteurs ou de me prendre des refus. Et donc finalement les films j'en faisais beaucoup, mais je les diffusais peu ou pas. Assez peu avaient été montrés publiquement. Et finalement mon public il se cantonnait à mes amis, un cercle assez restreint. Et je savais pas trop comment m'y prendre, n'ayant pas de réseau particulier dans le cinéma. Alors j'ai rencontré des gens quand j'étais au Cahier, mais peut-être plus dans des attachés de presse ou des critiques ou des programmateurs de festivals et des cinéastes, mais pas directement vraiment des producteurs. Donc il a fallu qu'un producteur vienne me chercher pour que je commence, mais sinon peut-être ça aurait pu durer longtemps et j'aurais fait tous mes films comme ça, bricolés. Je trouve que tous tes films interrogent souvent la distance entre la fiction et le documentaire. Donc du coup, j'avais une question très simple pour toi. Quelle est la différence selon toi entre fiction et documentaire ? En soi, je dirais qu'il n'y en a pas. Bon, c'est un peu facile de répondre ça, parce qu'il y a quand même... ça existe, le documentaire et la fiction. Il y a des films qui sont clairement des documentaires, d'autres qui sont clairement des fictions, mais dans tous les cas, le cinéma, ça travaille avec le réel, enfin, quand on fait de la prise de vue réelle. Donc il y a toujours une part de documentaire, même dans n'importe quelle fiction. Voilà, la phrase de Godard qui disait un film de fiction, c'est un documentaire sur des acteurs. Mais c'est vrai que moi j'essaye d'inclure pas mal d'éléments de réel dans mes fictions, avec par exemple des figurants. Enfin, je veux dire, on tourne dans la rue, on va pas bloquer la rue pour mettre des faux figurants. Je fais interagir les acteurs dans un environnement réel. Je me suis beaucoup interrogé quand j'ai vu tes films sur les influences. J'ai l'impression qu'elles sont à la fois très nombreuses et très précises. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? C'est qui les cinéastes qui t'ont influencé ? La question des influences, c'est difficile parce que finalement, on est influencé aussi par des choses inconscientes, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu envie de me revendiquer de cinéaste en particulier. Après, c'est sûr que, je sais pas, Jean-Luc Godard, ça m'a marqué. Et lui, il fait beaucoup, finalement, de pont entre la fiction et le documentaire, tout le temps. Et puis ensuite, moi, j'ai un goût pour la comédie musicale. D'accord. Donc, j'aime beaucoup tous les films de comédie musicale classique hollywoodienne. Quand j'étais petit, j'ai vu plein de films de Hitchcock parce que ma mère collectionnait les cassettes vidéo des films d'Hitchcock, donc j'en ai vu pas mal, ça m'a beaucoup marqué. Ouais, peut-être c'est mes premiers rapports à vraiment la mise en scène, enfin disons prendre conscience de la mise en scène d'un film. Après j'ai vu les films que tout le monde regardait à mon âge, qui s'intéressaient un peu au cinéma, donc Tarantino, forcément, ou Tim Burton, tout ça, mais sinon après j'ai développé une cinéphilie assez classique, on va dire, avec vraiment une volonté de découvrir un peu toute l'histoire du cinéma. Quand j'étais à Paris, j'allais tout le temps beaucoup à la Cinémathèque. Quand j'étais à Toulouse, j'allais beaucoup à la Cinémathèque de Toulouse, qui était en face de mon école. Sinon, j'aime bien la nouvelle vague quand même. Pas toute la nouvelle vague, mais disons mes cinéastes préférés, ça va être plutôt Godard et puis Romer et Chabrol, disons. C'est mes 3 préférés. J'aime bien la comédie musicale de Jacques Demy. J'aime beaucoup Alain Resnais, justement dans le côté absurde que ces films peuvent avoir. Et il a fait du documentaire aussi. Ses premiers films sont des documentaires très beaux, comme Les Statues aussi. Les Statues meurent aussi. Ou Le Chant du Styrène, un documentaire sur le plastique, sur la matière plastique, avec une voix off. Je le connais pas. Ouais, c'est un film très plastique, très beau en couleur, avec une voix off qui a été écrite par Raymond Queneau. D'accord. Voilà.
Et ça, c'était une des influences de Saintonge-Giratoire. Enfin, plus généralement, le documentaire un peu années 50, avec une voix off comme ça, un peu didactique, mais poétique en même temps, avec un narrateur qui parle du film. Parfois, c'était un peu redondant, là, le commentaire, mais c'est une forme qui s'est perdue un peu après dans le documentaire, où on a privilégié des plans muets, ou une caméra qui s'efface derrière ce qu'elle est en train de filmer. Moi, j'avais envie de, justement, dans Saintonge-Giratoire, revenir à cette forme de voix off didactique, et qu'on trouve aussi dans les films de Luc Moulet, dans les courts-métrages documentaires de Luc Moulet. Donc ça a été aussi une de mes influences. Mais après, j'aime bien l'absurde. Buñuel, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Eugène Green aussi, qui est la deuxième voix off de mon film, qui a beaucoup compté pour moi. Donc c'est des choses assez variées, en fait. Donc oui, c'est une parfaite transition pour commencer à parler de ton film. Moi, ce que je voulais savoir au départ, c'était quelle était l'idée de base. C'est quoi le point de départ, le premier moment où tu as eu le désir de faire ce film? C'est parti de quoi? Le point de départ, en fait, c'est une idée qu'on a eue avec mon ami Cyril Gay, avec qui je vivais quand je faisais mes études à Bordeaux. On avait été coloc, et c'est un ami charentais, saintongeais, si on veut reprendre un peu le vocable du film. On avait eu ce projet de faire un film sur les ronds-points, parce que c'était... on avait remarqué qu'il y en avait quand même pas mal des ronds-points assez singuliers en Charente-Maritime. On savait pas au début que c'était souvent le même créateur de ronds-points qui avait fait tous ces ronds-points. Moi, je l'ai découvert après, que c'était Jean-Luc Play qui avait comme ça vendu des ronds-points à tout le département, à toutes les municipalités. Donc il y avait comme ça c'était presque des ronds-points d'auteur. Parce que voilà, comme on dit des films d'auteur, c'était des ronds-points d'auteur. Et il nous amusait notamment l'huître, le couteau, la main gigantesque qui ouvre une huître. Et moi, je passais devant tous les matins, enfin non pas tous les matins, mais une fois. Comme j'étais à l'internat au lycée, je prenais le bus le matin, le lundi matin, et je repartais le vendredi soir. Donc, sur la route, je passais toujours le long de ce rond-point, il m'intriguait un peu. Et je sais pas, on s'est dit, bon, c'est un sujet débile, mais pourquoi pas faire un film sur les ronds-points? Parce qu'on est aussi attaché à notre région de manière un peu chauvine, mais tout en s'en moquant. Enfin, il y a un truc avec la Saintonge. On en parle beaucoup quand on se voit, mais ça me fait rire parce qu'on n'est pas spécialement originaire de là, et on n'a pas des racines. Et il n'y a pas une culture et un folklore vraiment présent dans cette région. C'est un peu mort en termes de tradition populaire et tout. Donc on s'invente des traditions populaires, on s'est inventé toute une mythologie, dont peut-être les ronds-points feraient partie. Donc on s'invente un folklore imaginaire. Voilà, c'est ça l'idée de départ, je pense. Rien à voir avec les gilets jaunes? Non, parce que les gilets jaunes, en fait, on a eu l'idée bien avant les gilets jaunes. Je sais pas, c'est quoi l'année des gilets jaunes? Les gilets jaunes, c'est avant Covid, si je me trompe. Ouais. Mais en fait, on a eu cette idée il y a plus de 10 ans. Peut-être 10 ou voire 15 ans. Et donc pendant des années, c'est resté au stade d'idée. Même j'en parlais aux gens, je dis ah oui, mais j'ai toujours mon film à faire sur les ronds-points. Et les gens rigolaient, tu le feras jamais ce film, de toute façon ça va intéresser personne. Et moi-même, j'avais un peu abandonné l'idée. Après est arrivé les gilets jaunes, je sais pas si ça a été un déclic. En tout cas, j'ai commencé à reparler de mon film et tout le monde me dit ah oui, les ronds-points, donc tu vas faire un film sur les gilets jaunes. Je dis non. Mais j'ai quand même dû intégrer les gilets jaunes d'une certaine manière dans mon film, parce que c'est difficile de parler de rond-point sans parler des gilets jaunes. Donc il y a quand même une apparition des gilets jaunes dans mon film. Mais en tout cas, dans le projet initial, il n'y avait pas du tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont se poser une question, c'est comment on écrit un documentaire. Est-ce que toi, tout d'abord, tu as écrit ton film, ou est-ce que c'est un film qui est venu un peu plus spontanément, à force de repérage? Comment ça s'est déroulé pour toi, cette phase-là? Alors on avait déjà écrit un premier texte, mais au début en fait on avait écrit un premier texte avec Cyril où on avait pris des notes, mais il n'avait pas la forme, le film on l'imaginait pas comme ce que j'ai fait. On imaginait quand même qu'il y ait des personnages qui apparaissent à l'écran, que peut-être on avait même pensé enquêter sur comment on fabrique un rond-point, comment on le vend, combien ça coûte, bref. Et j'ai décidé d'en faire un film poétique justement en m'inspirant un peu des films
des années 50-60, des documentaires comme ça didactiques. Et j'ai repris ces notes-là et j'ai commencé à écrire un texte. Parce que les repérages, on les avait déjà fait. On avait même demandé, je sais, c'était peut-être le grec qu'on avait demandé avec ce projet, qu'on n'avait pas eu, et du coup on avait un peu abandonné. J'ai eu ce déclic de me dire, faut le faire en pellicule, et puis faut le faire rapidement, ça fait trop longtemps que je le traîne, donc maintenant, je vais arrêter de dire je vais faire ce film, je le fais quoi. Donc j'ai écrit le texte assez rapidement, et j'avais donc l'idée de le faire en pellicule, et l'idée de le faire dire par Eugène Green, donc qui était un ami, avec qui j'entretiens une relation épistolaire, et puis on se voit de temps en temps et on discute de choses et d'autres, et que j'ai fait jouer d'ailleurs En Fumée. Il joue un petit rôle. D'accord. Et donc j'aime beaucoup sa voix, sa façon de parler, et je voulais lui faire dire le film. Donc partant de là, j'ai repris mes notes, j'ai repris les photos que j'avais fait de repérage, et puis j'ai essayé de tisser un chemin, un truc narratif. Et comment ça s'est passé du coup? Le film, il était déjà écrit avant que tu tournes ou Le film était écrit, je savais quel rond-point filmer, je savais que avant d'écrire le film, j'avais déjà eu cette intuition que ça devait se finir avec Stonehenge. Donc à la fin, tu vois, je dis le premier rond-point de l'humanité, c'est Stonehenge. Donc j'avais le début et la fin, donc il fallait écrire le milieu. Les gilets jaunes sont venus s'intercaler dans la narration. Donc je sais plus, après j'ai écrit beaucoup de textes, on a dû beaucoup couper au montage, parce qu'il y avait trop de textes par rapport à la durée de ce que j'avais filmé. Et le film aurait été vraiment trop bavard, ça aurait été du texte non-stop, là c'est bien qu'il y ait un peu de respiration. Donc j'ai dû faire 2 sessions d'enregistrement de la voix, parce que on s'est rendu compte en coupant la voix que les phrases étaient un peu alambiquées, du coup il a fallu réenregistrer. En tout cas, une fois que j'ai décidé qu'on tournait le film, là ça a été vite, parce que j'ai dit à Jordan, le producteur de 40A, qui avait vendu le film à Canal+, et donc qui avait touché de l'argent, je lui ai dit réinvestis un peu de cet argent dans mon nouveau film sur les ronds-points là. Il m'a dit d'accord, un peu sceptique mais quand même un peu curieux. Et donc en fait l'argent il a servi à acheter la pellicule, mais c'était rien, on avait 3 bobines de 10 minutes. Le film fait 16 minutes, je crois. Wow. Donc en fait on a un bon ratio d'utilisation, mais en même temps c'est des plans sans acteurs. On fait que tourner autour des ronds-points, donc il n'y a pas besoin de faire 1000 prises. Et le tournage, il a duré combien de temps? 3 jours. 3 jours, d'accord. Je pense. Un gros week-end. C'était quoi l'équipe? Moi, le chef op, qui devait aussi, donc qui savait se servir d'une caméra 16 mm, qui devait recharger les bobines et tout. Une assistante, c'est tout. On était 3. C'était pas une énorme contrainte de te dire que tu allais tourner un documentaire avec de la pellicule? Parce que ça pose forcément tout un tas de questions techniques. Ben oui, c'est une contrainte, mais la contrainte est toujours... il faut prendre les contraintes comme des atouts, quoi. Parce que au moins on est contraint, on sait qu'on a peu de temps et qu'il faut être efficace et que le film sera comme ça et pas autrement. Enfin, je pense que la contrainte peut vraiment susciter de la créativité. Et, là où quand on est trop libre, peut-être on peut s'éparpiller parce qu'on a trop de possibilités qui nous sont offertes. Au moins en ayant une contrainte, on resserre les possibilités et on doit être efficace avec... voilà. Mais ça a été beaucoup utilisé par les écrivains, par exemple de l'Oulipo. Je parlais de Raymond Queneau tout à l'heure. Voilà, il s'imposait des contraintes. Ou Georges Perec qui décide d'écrire un roman sans la lettre E. C'est une contrainte quand même qui peut être assez difficile à tenir, mais au moins ça stimule sa créativité. Avec le budget que tu avais, est-ce que tu as réussi quand même à pouvoir payer les gens ou pas du tout? Ouais, je disais sur le moment on n'a pas payé l'équipe, mais j'ai avancé aussi de l'argent pour l'étalonnage, c'est moi qui ai payé l'étalonneur. Mais après coup on a récupéré un peu de sous parce que le film a été vendu à France Télé. Et donc j'espère que le producteur a payé, a filé au moins un cachet aux gens qui ont participé au film. Et moi j'ai touché des droits d'auteur parce que le film est passé à la télé. Donc
1 an plus tard, on reçoit des droits d'auteur. Et par conséquent, comment tu as réussi à convaincre ton équipe de te rejoindre gratuitement sur ce projet-là? Ah ben, c'était deux amis, quoi. Ouais. Armelle, qui est mon assistante, on a fait plusieurs films ensemble, et elle fait tous mes films quasiment. Donc elle était contente. Elle est de Bordelaise, mais elle a grandi à La Rochelle, donc elle connaît très bien la Charente-Maritime. Donc elle était contente qu'on sillonne les routes pour aller filmer des ronds-points. Et puis Nicolas Bergamaschi, c'est un ami de Marseille, qui est actif notamment dans le sein du collectif et d'un lieu qui s'appelle le Polygone Étoilé à Marseille, qui est un lieu de création qui rassemble des cinéastes qui tournent notamment en pellicule, donc ils ont du matériel pellicule et c'est là qu'on a emprunté la caméra. Et c'est là qu'on a scanné aussi les rushs, parce qu'ils ont un scanner pellicule, et c'est là qu'on a fait l'étalonnage, parce que le mec qui faisait le scan, il est aussi étalonneur. Tu fais un choix qui est très très singulier, c'est d'utiliser 2 voire 3 voix off, et en l'occurrence tu choisis d'intégrer Luc Moulet en plein milieu du film. Est-ce que tu peux nous en dire plus, parce que c'est quand même une démarche qui est assez atypique? Au départ, c'était que Eugène Green qui devait faire la voix off, et je sais plus comment c'est venu, on parlait de Luc Moulet peut-être avec mon ami Louis Séguin, qui avait un ciné-club à l'Arlequin à l'époque, et qui recevait des cinéastes pour présenter des films. Et je me demande s'il n'avait pas reçu Luc Moulet, du coup il m'avait dit mais il faudrait que tu le contactes, en plus tu adores ses films, et puis Saint-Onge giratoire, c'était quand même écrit sous l'influence de Luc Moulet. Des films comme... Enfin, je sais pas, il a fait plein de films que j'aime beaucoup, comme Essai d'ouverture, où il essaye toutes les manières d'ouvrir une bouteille de coca, ou Bar, où il montre toutes les manières de frauder dans le métro. Enfin, on est toujours content de mettre des gens qu'on aime dans les films, et moi souvent, c'est pour ça que j'ai beaucoup tourné avec mes amis, c'est que j'aime mettre des gens que j'aime dans mes films, et je fais rarement des castings avec des acteurs que je connais pas. Ça m'arrive un peu plus maintenant que je travaille sur des longs, enfin que j'essaie de développer des longs métrages. Il faut penser à des acteurs que je connais pas, mais sinon j'ai souvent utilisé soit des amis à moi, soit des gens que je connaissais, que j'admirais sans les connaître, mais que j'avais envie d'intégrer à mon univers. Voilà. Donc j'ai trouvé ce truc un peu artificiel de faire intervenir Luc Moulet dans la narration du film, puis il en ressort. Donc Eugène Green lui dit « Allez-y, dites ce chapitre ». Puis une fois qu'il a terminé de dire le chapitre, Eugène Green reprend la parole et termine le film. Et la post-production d'ailleurs, elle a duré combien de temps? Je dirais que le montage, il a peut-être duré 15 jours. 15 jours ou peut-être 3 semaines quand même. Je pensais que ce serait très facile à monter, et en fait, comme je te disais, il a fallu couper beaucoup de voix off, parce que le film était un peu indigeste au départ, et il a fallu trouver plein d'enchaînements, de rythmes. On a trouvé aussi cette idée des cartons comme ça qui rythment le film, qu'on n'avait pas au début, et qui aide beaucoup quand même, je pense, à faire respirer le film, et aux spectateurs aussi. Pour le confort du spectateur, c'est mieux d'avoir des cartons comme ça en catégorie, qui catégorisent les différents types de ronds-points. Ah oui, il y a aussi une troisième voix off, c'est la fille qui dit le nom des cartons. Donc voilà, on lit et on entend le nom des cartons. Il y a un côté vraiment didactique dans le film, et presque tautologique, quoi. Donc le montage, je dirais, il a duré 3 semaines, et puis ensuite le mixage, l'étalonnage, ça a été assez rapide. Enfin, l'étalonnage, ça a pris une journée. Il n'y avait que 30 minutes en même temps à étalonner. Enfin, même pas 30 minutes. Il y avait 30 minutes de rush et 15 minutes de film. Et la musique? Et la musique, donc c'est Pierre Bastien, qui est un compositeur que je connaissais, que j'appréciais, que j'avais déjà rencontré. Parce que Pierre Bastien, il fait beaucoup de musique avec des petites machines qu'il fabrique, avec des mécanos. C'est toujours des boucles, en fait. Des petites machines qui font ça. Et comme ça, il additionne des petites machines mécaniques qui font un espèce de magma sonore. Par-dessus ça, il pose souvent de la trompette qui joue. Et donc, il y a un côté un peu expérimental, ludique.
C'est aussi intéressant à voir visuellement parce que c'est presque une performance de le voir actionner toutes ces petites machines les unes après les autres. Et comme c'est des boucles, il y a un côté circulaire qui, moi, me faisait penser au rond-point. Donc je me disais, il y a une forme de cohérence, disons un motif que je peux filer à la fois dans la musique et dans l'image. Et du coup, concrètement, une fois que le film a été terminé, ça a été quoi l'avis du film? Ça a été quoi son parcours en festival? C'est mon film qui a été le plus diffusé en festival, contre toute attente, donc à ma grande surprise. Et il a fait sa première au Cinéma du Réel, à Paris, donc le festival de documentaire qui se tient au Centre Pompidou, qui est un festival quand même prestigieux. Donc j'étais fier et content que le film fasse sa première là. Et ensuite, en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu fais un film qui est montré dans un festival un peu prestigieux, il y a une sorte d'effet de cercle vertueux qui s'enclenche et le film est pris dans d'autres festivals. Donc après, je l'ai accompagné même au Portugal, à Vila do Conde, qui est un festival de court-métrage très bien au Portugal. En fait, il a tourné pendant toute l'année 2023. Il a beaucoup tourné. Pareil, j'ai recensé tous les endroits où il a été. Et finalement, il a été aussi acheté par France Télé. Donc pour son émission de court-métrage le dimanche soir, je crois. Et ensuite, il a même été présélectionné au César du meilleur court-métrage documentaire. Donc il n'était pas dans les 3 finalistes, mais il était dans la quinzaine de films présélectionnés. Donc il était aussi visible pendant un temps sur la plateforme de France Télé qui recensait les films en présélection au César, les courts-métrages. Donc le film a été vu quand même entre les festivals, le passage à la télé. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent à le voir, donc je leur envoie le film. Je voulais qu'on parle évidemment de la suite de tes projets. Est-ce que tu as d'autres envies de films documentaires? Est-ce que tu as plutôt envie de retourner du côté de la fiction, avec des films peut-être plus longs? Non, parce que moi, en fait, je viens de la fiction, quoi. Enfin, moi, ce que j'aime bien les documentaires, mais j'ai pas du tout une connaissance très poussée. J'ai pas du tout une connaissance très poussée du documentaire. Pour moi, le cinéma, ça passe d'abord par la fiction. Et d'ailleurs, Saint-Onge giratoire, c'est autant une fiction qu'un documentaire. Donc les projets que je développe actuellement, c'est plutôt des fictions. Là, je travaille sur des longs métrages qui sont des fictions. Et là, je viens de terminer un film dont je te parlais, donc Les plus beaux gratte-ciel de Paris, dont je fais le mixage actuellement, qui lui est un 52 minutes et qui est un documentaire fiction, disons qui est un documentaire sur les tours parisiennes et les gratte-ciel, mais qui est aussi en grande partie une fiction parce que le personnage principal, qui est une jeune femme, se balade dans Paris et rencontre plein de gens qui lui parlent de tours, mais de manière plus ou moins approximative ou fantaisiste, qui lui font croire que c'est des habitants des tours, alors que pas du tout. Donc ça mélange les vraies infos et les infos inventées, les vrais personnages et les personnages fictifs. Donc il y a sans cesse un va-et-vient comme ça entre le vrai, disons entre guillemets, et le faux. Même si on pourrait dire que tout est faux dans un film ou que tout est vrai. C'est une question de point de vue. Tout est vrai parce que j'ai tout filmé en vrai. Tu veux aussi évoquer tes 2 longs métrages sur lesquels tu travailles? Ouais, alors je travaille sur 2 longs métrages, 3 même, mais qui sont à différents stades d'avancement. Donc il y en a 2 où je suis encore à l'écriture du synopsis, il y en a un qui est plus avancé que l'autre où je suis plus sur le séquencier. Et donc ceux-là, j'en dis pas trop, mais il y en a un autre dont le scénario est terminé quasiment et qu'on espère tourner l'an prochain. Mais ce serait... bon, je touche du bois, mais c'est pas sûr, parce que c'est quand même bientôt l'an prochain. C'est une adaptation d'un roman de François Bégodeau. Voilà, donc un enlèvement et qui se passe à Royan.
Donc il y a encore cet ancrage local, donc, parce que c'est ma ville de naissance. Donc. Pas de naissance, mais la ville où j'ai grandi. Tu ne dois pas refaire un film documentaire là, tout de suite, dans l'immédiat? Pour l'instant, j'ai pas de projet dans ce sens-là, mais pourquoi pas à l'avenir. Hein. Tout est possible. Et puis en fait, je me dis que le documentaire, c'est toujours une solution si jamais j'arrive pas à faire mes films de fiction, parce que ça coûte trop cher. Le documentaire, c'est une forme plus pauvre. On peut peut-être faire des films plus facilement qu'en fiction. En soi, on peut faire un film tout seul. C'est compliqué, mais il vaut mieux être 2 ou 3. Mais... Eh bien, merci beaucoup, Quentin. On rappelle que ton court-métrage Saintonge giratoire est à retrouver encore sur la plateforme Universiné. Et voilà, je te souhaite un bon retour à Marseille. Merci. Salut. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce podcast et à bientôt pour un prochain épisode.